Toi, tu es depuis toujours en fait en freelance, si je me trompe pas. C'est ça, Et j'ai eu une expérience pro en CDI, mais ça a duré moins d'un an. la question que je me posais déjà, c'est pourquoi tu as commencé ton activité de freelance et puis pourquoi est-ce que tu continues finalement? Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais toujours en études, donc c'était parce on m'a demandé de créer des petits trucs et j'avais Mhm. besoin de gagner de l'argent et du coup, le statut, à l'époque, c'était auto-entrepreneur, qui avait un palier un petit peu plus bas que celui qu'on connaît aujourd'hui et du coup, c'était facile de créer ce truc-là et donc j'ai commencé un petit peu comme ça. Donc c'était vraiment anecdotique, c'est-à-dire que je faisais ça le soir et les week-ends, pendant mes études et après, un peu pendant mon boulot. Quand j'ai été licencié finalement, je me suis enfin, c'était un peu compliqué parce que pour le chômage, je crois que si tu étais freelance en même temps, du coup, c'était trop compliqué. Je me suis dit: «Bon, ben, plutôt que m'embêter, je vais essayer d'en faire mon activité principale» et c'est aussi parce que j'avais la flemme d'aller à l'entretien de Pôle emploi, pour être complètement honnête. Du coup, ouais, j'ai fait la transition comme ça, sachant que l'avantage, c'est que j'avais déjà des clients, en fait, que j'ai acquis au fil du temps pendant mon activité de freelance sur mes études et tout. Donc moi, la transition s'est faite de manière plutôt fluide, quoi, à ce niveau-là. Ouais, donc ça a été plutôt en rapport avec ton parcours. Et donc là, actuellement, tu continues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une habitude. À aucun moment, tu t'es dit, j'aimerais bien peut-être tester le salariat. En fait, le truc, moi, que j'aime vraiment, c'est le côté un petit peu, libre au niveau des horaires, même si au final, tu réalises assez rapidement que tu finis par faire des horaires absolument pas terribles. Mais en fait, ouais, c'est le côté, si, une semaine je veux ne rien faire, je peux le faire et c'est ce côté-là que j'aime bien, le fait de ne pas avoir à telle heure, il faut que tu sois levé le matin et à telle heure le soir, il faut que tu aies fini. Il y a certaines missions qui l'imposent, mais on va dire que je peux choisir et je peux aussi choisir sur les projets sur lesquels je travaille. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est ça qui me ferait aujourd'hui difficilement revenir vers du salariat parce que c'est trop contraignant à mon sens à ce Ouais. niveau-là, en tout cas. Ok, bah c'est très très clair. J'avais une autre question du coup, plutôt en rapport avec cette thématique. Est-ce que c'est pas quelque chose de compliqué, on va dire, d'arriver à gérer son planning, d'arriver à s'appliquer une autodiscipline, tu vois, parce que finalement tu es livré à toi-même, quoi. Donc il y a cette Mmh. notion-là par rapport à du salariat où on a la sensation d'être un petit peu plus cadré, on va dire. Est-ce que toi t'arrives comme ça, surtout qu'en plus tu es créateur de contenu à côté, donc t'as intérêt d'être hyper timé. Est-ce que t'arrives comme ça à garder une certaine discipline et t'arrives comme ça à, je sais pas, être efficace et efficient tous les jours? Alors, oui, on va dire oui et non. Ça dépend, parce que moi, j'ai encore le fait que ça rejoint une question que quelqu'un avait posée tout à l'heure, c'est que pour moi, malgré les années, le développement, ça reste quand même quelque chose qui me plaît. Du coup, c'est vrai que même quand je travaille en dehors des horaires, «normales» entre guillemets, c'est quelque chose que je fais parce que ça me fait plaisir. Si, le projet me fait «chier» entre guillemets, je vais pas travailler dessus en dehors des une fois que c'est fini, quoi. Ouais. Du coup, ouais, quand ça déborde, c'est parce que j'accepte que ça déborde. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de rigueur que par le passé, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai vraiment frôlé la dépression dans le sens où je me surtravaillais, en m'y mettant comme un bourrin pour respecter des deadlines. Avec le temps, j'ai appris à être un petit peu plus organisé, à me lever déjà à un intervalle régulier, ce genre de choses. Mhm. Mais je suis pas un super exemple à ce niveau-là. Je suis vraiment pas un super exemple. Et je dirais que pour les gens qui veulent vraiment avoir cette hygiène-là, faut avoir une pièce dédiée. Moi, le problème, c'est que mon ordinateur se trouve dans ma pièce de vie, classique. Mais si vous avez un bureau, ça permet de vraiment mieux délimiter les moments de travail et Ouais, les moments où ouais, les moments où loisirs, quoi. ouais, voilà, où tu chill. Mais après, par contre, ouais, tu vois, quand je vais faire une activité dehors, je coupe complet, quoi. Je Ouais. pense pas dev H24, mon téléphone, il est coupé, donc il faut s'aménager le temps et bon, après, c'est vrai avec le télétravail aussi, quoi. Mais je dirais après, plus généralement pour les gens qui suivent, c'est pas parce que vous avez des expériences de personnes qui aiment vivre leur, télétravail ou leur freelance à distance que c'est la norme. C'est-à-dire que si vous préférez, retourner au travail et être dans un bureau, vaut mieux couper. C'est une question de personnalité avant tout. C'est pas, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, donc il y a pas forcément de vue péjorative à ce niveau-là. Je m'interrogeais sur la partie administrative. Est-ce que c'est pas compliqué toute cette partie statut juridique, comptabilité, etc. Quand on commence une activité de freelance, ça fait partie aussi finalement. On n'est pas que dev en fait. On a aussi cette notion de gestionnaire d'entreprise, gérer sa compta, gérer sa trésorerie, etc. Comment tu as appréhendé tout ça? Est-ce que tu as fait au fur et à mesure? Est-ce que c'est compliqué? Alors moi, c'était vraiment la route. En auto-entrepreneur, c'est plutôt simple parce que finalement, vous faites des factures à des clients, vous enregistrez toutes les factures que vous faites, je crois que c'est mensuellement ou trimestriellement et sur un site, vous devez dire: «J'ai gagné tant» et ils vous facturent 20 ou je crois que c'est à peu près ça. Donc en termes de démarche, on n'est pas sur un truc très compliqué, mis à part quelques questions à la création qui peuvent être un peu bizarres, ça se fait un petit peu tout seul. Après, quand je suis passé en EURL, là, c'était une autre paire de manches, mais concrètement, moi, je me suis dit: «C'est pas mon boulot, enfin, c'est pas mon domaine de connaissance, pas quelque chose qui m'intéresse». Donc directement, je suis allé voir des comptables qui m'ont aidé sur toutes les démarches et aujourd'hui, je m'occupe de quasiment rien, en fait. Dès que j'ai une problématique, par exemple, le dépôt des comptes ou autre, Mhm. je passe par quelqu'un qui le fait à ma place parce que j'ai pas envie en fait, justement, l'intérêt d'avoir une société, c'est que tu peux aussi faire des dépenses et que tu peux te focaliser sur ce qui t'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement et si c'est pour me casser la tête sur le côté juridique
qui est, administratif, ça m'intéresse pas. Voilà, il y a des comptables qui peuvent permettre de faire ça. Puis après, au jour le jour, c'est pas très compliqué. La seule chose que vous avez à faire, c'est enregistrer tout ce que vous gagnez, tout ce que vous facturez et enregistrer tout ce que vous dépensez. Vous envoyez ça au comptable qui vous fait les bilans et les trucs comme ça et ça se passe très bien. Il y a une question dans le chat qui me permet de faire une belle transition avec la question suivante que j'avais, de Delicat B qui dit: j'ai vu qu'il y a des néobanques qui pouvaient s'en occuper, genre Shine. Et donc ma question c'est, est-ce que justement toi tu utilises, ça peut être sur la partie suivi client, facturation ou bien sur la partie gestion de projet, type Notion, ce genre de choses. Est-ce que tu utilises des outils toi qui t'aident au quotidien et quels seraient ces outils, vraiment les choses qu'aujourd'hui tu peux plus t'en passer ou voilà, ou des choses que tu as eu testées? Alors, pour tout ce qui est comptabilité et tout, alors moi j'utilise GetHarvest, ça s'appelle. C'est un outil pour juste faire les factures, mais ça sert pas à grand chose de fou. Moi, je l'utilise parce qu'il y a aussi un outil de time tracking dedans et ça me permet de mesurer le temps que je passe sur chaque projet, vu que souvent je jongle avec 3-4 projets en même temps et donc ça me permet de savoir dans une journée combien d'heures j'ai passé sur chaque Mhm. projet. Pour tout ce qui est comptabilité et dépôt des comptes et tout, même si je suis un dev, en fait, je suis plutôt assez peu technophile et donc je préfère passer par un vrai bureau, tout simplement parce que ça me permet d'avoir une personne en face et de demander des conseils. Je peux vous dire que pour avoir eu des trucs avec des problèmes avec l'URSSAF, le RSI et compagnie, quand vous avez des gens humains, ça vous aide quand même pas mal. Donc, ouais, de ce point de vue-là, moi, j'aime bien quand même toujours faire appel à des gens. Après, pour la gestion de projet au sein d'une entreprise, bah, souvent, en fait, c'est l'entreprise qui a déjà mis en place ces outils. Du coup, moi, je suis sur les outils qu'utilise l'entreprise, soit du Jira, des fois, il y a du Trello, on a aussi du GitHub Projects, Mhm. on a du GitLab. Donc, c'est au bon vouloir de l'entreprise. C'est assez rare que moi, je mette en place mon propre outil de gestion. Je le faisais à un moment donné et dans ce cas-là, j'utilisais Trello. Et aujourd'hui, je fais plus du tout ça, quoi. J'avais une question aussi sur la partie débutant, parce que en fait, là, bon, toi, t'es free, t'as quand même une certaine expérience et puis une notoriété, mais est-ce que tu conseillerais, toi, pour quelqu'un de plutôt débutant, de se lancer directement en free? Est-ce qu'il y a finalement un bon moment, entre guillemets, pour se lancer dans le free, ou est-ce que non, on peut le faire d'entrée? Moi, personnellement, j'aurais tendance à déconseiller totalement le freelance en commencement parce que j'estime que dans les premières années de ta carrière, tu vas beaucoup apprendre en équipe et ça serait très dommage, je trouve, de travailler en freelance directement parce que du coup, tu pourrais choper des mauvaises pratiques, tu vas pas forcément mélanger tes connaissances à celles des autres. Du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à dire de commencer avec un salariat pour justement se faire de l'expérience, voir un petit peu comment ça marche et aussi peut-être essayer le soir ou les week-ends si vraiment vous avez la motivation, mais en prenant des tout petits projets pour commencer à se faire une petite base client, voir si ça vous plaît. Mais je trouve ça très chaud de se dire en sortie de carrière, je vais être freelance. Sauf si peut-être vous êtes freelance avec votre idée. C'est-à-dire que vous vous dites, je vais lancer un projet, du coup, je vais l'utiliser comme. Mais encore même ça, c'est très risqué, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que le freelance, au début, vous allez avoir des revenus qui vont être très incertains. Le mieux, c'est d'avoir un peu de trésorerie pour encaisser ça au démarrage. Et si vous commencez votre carrière en freelance, en plus, vous sortez de formations qui vous ont en général de l'argent, vous n'avez pas forcément le meilleur état financier pour faire ça. Donc moi, mon conseil, ouais, c'est full salariat pour commencer, quoi. Comment est-ce que toi, au début de ta carrière, tu as réussi en fait à trouver aussi des missions? Mon expérience, ça va être un peu particulière parce que vu que j'ai Graphic Art, forcément, c'est plutôt les gens qui viennent vers moi. Donc, Mhm. j'ai pas cet aspect recherche. Par contre, c'est ce que le côté, quand j'ai cherché les premières missions, moi, j'ai eu l'impression que c'était full aléatoire, quoi. Il y a des missions que j'ai trouvées par des amis d'amis. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais en DUT, ben, je faisais des sites pour une team de Counter-Strike, forcément. Et ben, il y a quelqu'un qui, ah ben tiens, moi j'ai une entreprise de machin, est-ce que tu peux me faire un site, tu vois? Et après, ça va un peu de bouche en oreille. Après, il y a d'autres fois où c'est complètement, par exemple, à Montpellier, je fais du roller avec des gens, et puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ouais, moi je travaille dans cette agence, on a besoin d'un dev, t'es dev. Donc c'est vrai. Et une Ouais. autre fois, c'était à McDo, on parlait dev avec un pote, et il y a un gars derrière, il fait, ah ben j'ai besoin d'un site, tu vois? Donc c'est des Ouais, trucs ouais, ça peut être les où je me dis, rencontres aussi. Mhm. ouais, c'est tellement aléatoire et ça m'est arrivé trop de fois pour que je me dise que c'est normal. Donc moi, ça s'est arrivé comme ça et j'ai jamais eu à volontairement faire une recherche. C'est-à-dire que Ouais. c'est les clients qui sont venus vers moi par du bouche à oreille systématiquement et des rencontres complètement fortuites. Donc j'ai pas du tout de conseils malheureusement à donner à ce niveau-là. Question hyper importante, la question des tarifs et de l'argent, qui est forcément une Ouais. question qu'on aborde quand on est en freelance. Comment on peut arriver à déterminer ces tarifs, particulièrement quand on commence, c'est toujours un peu tricky parce que c'est pas facile de se dire j'arrive à me vendre à X euros. Est-ce que on fonctionne au forfait? Est-ce qu'on fonctionne à la journée, à l'heure, etc. Comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on est freelance? Alors moi, mon calcul, quand j'ai commencé, il était plutôt simple. C'est que je calculais combien je voulais avoir en me basant sur le palier qui était de 32 000 € et je divisais ça par le nombre d'heures que je pouvais faire par mois et ça me donnait un tarif horaire. Et donc ensuite, quand le client arrive, bah, j'évalue le temps que ça va me prendre et je facturais comme ça. Ok. Aujourd'hui, ben, mon tarif horaire, il a augmenté au fur et à mesure. Alors, comment s'est fait cette augmentation? Elle s'est fait un petit peu en
mode, enchère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau client arrivait et j'y ai proposé plus cher que le précédent, quand c'était des projets qui m'intéressaient moyen et en fait, pour voir s'ils montaient ou pas et du coup, c'est monté un peu progressivement comme ça. Sachant que c'est assez difficile quand vous fixez un tarif horaire de le f ou même journalier, de le faire évoluer pour un même client au fil des années. C'est un peu difficile de lui dire d'une année sur l'autre: «Au fait, ça a augmenté de 25 quoi». Après, il y a pas vraiment de secret, c'est du calcul que vous devez faire en amont pour savoir de combien vous voulez avoir en fin de d'année en fonction de vos dépenses, tout ça et il faut faire un calcul pour sortir votre tarif journalier. Après, il y a une autre solution qui est de se baser sur l'existant, donc d'aller sur des plateformes et de voir à peu près où en sont les tarifs pour se caler sur ces tarifs-là. Mmh. Moi, c'est pas forcément l'approche que j'ai faite. Du coup, c'est aussi une approche qui peut fonctionner. Mais quand on est freelance, bah, c'est le principe de l'offre et de la demande, en fait. Plus vous avez un profil qui est recherché, plus vous pouvez faire monter les tarifs et inversement. Donc, c'est toujours en fonction du marché. Alors, j'ai un forfait jour. Donc, actuellement, moi, par exemple, je suis à 700 € au jour hors taxe. OK. Et après, ça dépend. Donc, il y a des clients qui vont être plus en mode, ben, nous, on a besoin de toi pendant 2 mois, par exemple. Ils vont prendre 3 ou 4 jours par semaine. Et du coup, ben, là, ils prennent au tarif journalier et ils te font travailler ou pas hein, pendant ces jours-là. Enfin, quand je dis ou pas, c'est-à-dire qu'ils te font travailler plus ou moins, c'est en fonction des tâches. Mais dans tous les cas, tu as 4 jours qui sont pour eux. C'est comme si tu étais salarié pour eux, finalement. Et après, j'ai des missions qui sont un petit peu différentes où là, le client arrive avec un projet, il me décrit son projet, il me montre les tâches. Et moi, je dois faire le taf d'évaluer combien de temps ça va prendre pour faire un devis. Et dans ce cas-là, effectivement, le client paye le devis, quoi. Et c'est pas forcément lié aux heures que je fais. Et tu te trouves pas trop sur tes estimes? C'est là où c'est le plus difficile. Alors, avec le temps, au début, vous allez vous gourer et au début, vous allez surtout avoir tendance à viser en bas. C'est très difficile parce qu'il y a des clients qui sont, on va dire, assez. Après, moi, je le vois finalement dans la manière qu'ils ont de rédiger les tâches. Si les tâches, elles sont super carrées, on sait qu'en termes de retour, s'il y a des trucs à refaire, c'est que c'est moi qui ai merdé ou le code fonctionne pas. Il y a des clients où, quand c'est plus abstrait, c'est-à-dire que la tâche est mal définie et tout, vous pouvez facilement doubler le temps parce qu'il va pas comprendre comment sont censées fonctionner telle ou telle chose. Donc, c'est un petit peu à chaque fois, c'est assez difficile à évaluer et ça fait partie du travail et ça s'acquiert avec le temps. OK. Donc, dans un premier temps, pour remporter l'émission, on a tendance à chiffrer peu, mais après, avec le temps, on affine un petit peu ce qu'on sait faire. Et petite astuce que je donne aux freelances qui suivent ça, les gens préfèrent avoir un tarif horaire faible et plus d'heures qu'un tarif horaire fort et moins d'heures. C'est-à-dire que mieux vaut facturer 3 jours à 300 € plutôt qu'un jour à 900. C'est con, mais psychologiquement, ça. Ils ont l'impression d'y gagner, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y a des clients qui vous demandent de baisser les tarifs, vous baissez le tarif et vous augmentez le nombre de jours. Est-ce que, en tant que freelance, il faut nécessairement se vendre sur les réseaux sociaux et créer du coup son personal branding finalement, c'est-à-dire le fait d'avoir une marque qui est liée à sa personnalité? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que toi, tu es bien placé pour le savoir, vu que ben, indirectement, c'est ce que tu as fait au travers de Graphic Art. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui de nécessaire? Alors moi, personnellement, je suis absolument à l'opposé de ça. Ok. C'est-à-dire que je suis sur aucune plateforme de freelance. Mon profil de freelance n'est pas du tout lié à Graphic Art, même si certaines missions, je les obtiens grâce à Graphic Art. Il y a pas mal de missions qui sont pas forcément liées. Ouais, mais après, c'est une question, là, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Je dirais que ça peut aider effectivement pour être trouvé. Si tu écris des articles ou si tu as un compte, un GitHub un peu connu ou ce genre de choses. Mais ouais, dans mon cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, je suis plutôt en sous-marin, mais c'est parce que je j'aime pas du tout les réseaux sociaux et Ouais. j'aime pas y passer du temps. Mais encore une fois, le problème, c'est comment tu fais la différence entre 2 ou 3 devs. Surtout que les développeurs, c'est difficile d'évaluer leurs compétences à un portfolio. Sauf si tu as un portfolio pété. Dans ce cas-là, ça me donne déjà une mauvaise idée. Donc mieux vaut ne pas avoir de portfolio dans ce cas-là. Donc d'abord, je vais commencer par ma question qui est: est-ce qu'il y a des free ou des entreprises, des freelances ou des entreprises avec qui tu bosses de façon régulière? Et du coup, la question de Padawan qui réagissait sur le fait que désormais tu travailles avec Ponce, donc, et le Maître des Fleurs. Le Maître des Fleurs qui est une application, un genre de question pour un champion, on va dire, qui est utilisé par le streamer Ponce, qui est un streamer très connu dans la sphère française. Et donc tu bosses pour lui, donc j'imagine que ça va être l'une des réponses de ma question: avec qui tu bosses régulièrement? Ouais, encore ça, c'est récent. Donc Ouais, comme disait Pedral, c'est un truc, encore une fois, un peu par hasard dans le sens où, je regardais le stream de Ponce, il disait qu'il cherchait un dev. ouais, Où moi, j'ai dit: «Bon, ben, en vrai, let's go, hein, si vous cherchez un dev, moi, je suis dispo» et après, plus tard, beh, quand ils ont fait un peu le truc, ils m'ont contacté. ouais. Donc c'est un peu comme je disais dans le sens où c'est purement hasard. C'est-à-dire que je n'aurais pas regardé le stream de Ponce à ce moment-là, j'aurais jamais pensé à demander. Après là, c'est vrai qu'il y a le côté Graphic Art qui joue dans le sens où, bah, Pedral m'a connu grâce à Graphic Art, donc il peut plus facilement évaluer mes compétences plutôt qu'un autre freelance. Bien sûr. Donc ça joue dans la balance quand ils ont dû chercher quelqu'un. Après, oui, il y a des clients un petit peu réguliers, mais c'est assez rare parce que je me lasse pas mal et c'est souvent je suis plutôt dans la phase de lancement d'un projet parce qu'ils ont besoin de descendre le maximum de tâches et après le projet, il fonctionne un peu tout seul. Du coup, ils ont plus trop besoin, mais ça m'arrive de revenir sur certaines missions. Mais Ok. ouais, c'est pas forcément un truc que je cherche, tant à faire.